Dans le champ du handicap, développer une politique d'inclusion exige d'apporter face au diagnostic des besoins et des capacités de la personne et à son projet de vie une diversité de solutions. Ces solutions doivent se développer au sein de la cité, du milieu éducatif, des établissements et services spécialisés du secteur médico-social. Pour être acteurs de l'inclusion, ces derniers doivent se positionner comme des lieux ouverts, créant des passerelles avec le milieu ordinaire. Avant de donner la parole à Madame Bru, je souhaiterais partager avec vous l'esprit de Vivien Gaulier, qui est une personne en situation de handicap, qui, dans une revue médiatique, Ubesque Erika, qui appelle à reconnaître le handicap comme une richesse dans nos sociétés encore trop normatives. Son écrit s'intitule « Le handicap est-il l'avenir de l'homme ?» Dans cet article, il attire notre attention sur l'apparition de nouveaux mouvements qui revendiquent la richesse des handicaps. Il appelle à reconnaître la neurodiversité comme une chance pour nos sociétés normatives qui laissent encore trop peu de place à la différence. Il conclut son article en souhaitant une société utopiste dans laquelle être handicapé ne serait plus une souffrance mais une chance. Appréhender le handicap dans sa globalité, assurer un égal accès aux soins des personnes en situation de handicap dans le respect de leurs capacités, de leur autonomie, seront des points détaillés dans la présentation qui va suivre. Madame Bru est directrice de la qualité, de la gestion des risques et des relations avec les usagers au Centre hospitalier universitaire de Limoges. Vous nous indiquiez que vous développez la démocratie sanitaire en impliquant les représentants des usagers et les associations de patients dans les projets et dans les équipes de soins. Votre actualité au sein du CHU est marquée bien entendu par la crise sanitaire, la publication du projet des usagers et la préparation de la certification à la Haute Autorité de Santé. Merci Madame Bru d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour à tous. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Merci. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Voilà, je vais commencer cette conférence. J'ai cette lourde tâche de démarrer le sujet. J'ai prévu un petit diaporama qui va permettre de resituer d'abord le CHU de Limoges, d'échanger avec vous sur la réglementation et surtout concrètement sur la situation au sein des établissements de santé en France en prenant la situation particulière du CHU de Limoges. Alors, je voulais rappeler le CHU de Limoges, c'est d'abord un établissement public de santé en Nouvelle-Aquitaine. Il a 3 missions principales, le soin, la recherche et l'enseignement. Aussi, mon propos prendra en compte ces 3 aspects. Pour resituer les choses, c'est un établissement qui a un budget de 508 millions d'euros, à peu près 2000 lits et places de soins, et qui emploie 6200 agents, dont 500 personnels médicaux. Pour être plus parlant sur notre activité, en 24 heures, je vous ai remis un petit schéma qui montre que nous avons une dizaine de sorties SMUR par jour, 210 passages aux urgences, à peu près 500 appels au SAMU. Nous avons 3600 professionnels présents au sein du CHU de Limoges sur ces 5 sites. Nous avons également 2250 consultations sur une journée de 24 heures, 7 naissances en moyenne, et puis 75 interventions chirurgicales et enfin 350 hospitalisations, et ce sur 24 heures, sachant que c'est un établissement de santé public qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Je voulais aussi repositionner le CHU de Limoges en tant que premier employeur du Limousin. En effet, l'ancienne région Limousin a comme premier employeur le CHU de Limoges. Et mes propos vont
vont exprimer à la fois le soin à la population, mais également notre rôle d'employeur. Donc voilà, nous avons donc un CHU qui a à peu près 135 métiers. Donc je disais tout à l'heure, 500 médecins et d'autres professionnels de soins et administratifs, logistiques et techniques. Après ce propos introductif, je souhaitais vous repositionner 3 éléments réglementaires qui ne sont pas obligatoirement les plus importants, mais qui me semblent parler dans cette situation. D'abord, la première loi, la loi en faveur du handicap, de l'emploi des travailleurs atteints de handicap, en 1987. Et pour faire la différence avec la première loi sur les droits des malades, qui, elle, est apparue qu'en 2002. Donc, nous sommes à, voilà, vous voyez un vrai écart entre le rôle de l'employeur, qui est réglementé en 87, et les droits des usagers, notamment l'égalité d'accès aux soins, qui est réglementé en 2002. Donc, nous fêtons l'année prochaine les 20 ans de cette loi, qui est une loi fondamentale pour les droits des patients. Et puis, pour l'actualité, vous pouvez voir qu'en 2021 ou tout début 2022 va sortir l'obligation, je crois que j'ai un problème de PowerPoint, c'est pas grave, de projet de la création d'un référent handicap au sein des établissements de santé, dont le rôle sera de coordonner toutes les actions pour l'accès aux soins des personnes porteuses de handicap. C'est original comme dessin sur mon PowerPoint, je ne saurais pas l'enlever, je suis désolée. Donc, je souhaitais repartir de la définition du handicap qui a été expliquée tout à l'heure par Madame Travio-Signol. Donc, effectivement, elle rappelait que constitue un handicap toute limitation, voilà. Toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Alors, je souhaitais repartir de cette définition pour reparler de la posture institutionnelle en établissement et des professionnels en établissement de santé. Donc, dans une dernière loi sur l'égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des personnes handicapées, il est noté pour les établissements de santé que chaque établissement doit organiser un égal accès aux soins des personnes en situation de handicap dans le respect de leurs capacités et de leur autonomie. Donc là, c'est vraiment un point important. Il y a le côté égal accès aux soins et le respect de leurs capacités et de leur autonomie. Il y a également une place prégnante donnée à l'aidant et à l'accompagnant. Il y a de nombreuses recommandations de bonnes pratiques, de guides et de documents pour les professionnels de santé pour l'ensemble des prises en charge. Et on nous demande de prendre en charge la personne de manière globale avec une dynamique de parcours de vie, de manière à ce qu'on prenne en charge globalement la personne dans l'entièreté de sa vie, dans l'entièreté de sa personne, y compris ses proches. Pour la déclinaison au sein du projet d'établissement du CHU de Limoges, nous avons 4 objectifs qui abordent le sujet du handicap. C'est d'abord de développer une politique globale d'accueil et de prise en charge de la personne en situation de handicap sans restriction, de structurer une offre de formation à destination de nos professionnels. Donc, je vous rappelle, à peu près 6200 personnes travaillent avec nous chaque jour. De travailler sur les représentations et de développer les compétences en interne afin de disposer des personnes ressources pour prendre en charge ces personnes atteintes de handicap.
identifier et formaliser la place de l'aidant dans le contexte de soins. Dernièrement, nous avons validé, là en début d'année, un projet des usagers. Et d'ailleurs, je remercie Madame Dussault qui intervient juste après moi, qui est une de nos représentantes des usagers, très impliquée dans la démocratie sanitaire de l'établissement. Donc, dans ce projet, nous abordons le sujet du handicap afin de faciliter pour l'ensemble des patients l'accès aux informations relatives à leur prise en charge et à l'organisation des parcours de soins. Donc ça, c'est dans la globalité. Et plus particulièrement, l'un des objectifs est d'améliorer l'accessibilité aux soins et aux bâtiments. Donc, vous voyez vraiment l'accessibilité aux soins pour les patients porteurs de handicap, quel que soit leur handicap. Alors, je vous ai parlé un peu de théorie. Maintenant, parlons de la pratique. Alors, là, ce que je vais présenter, c'est vraiment lié à mon expérience. Cela fait une quinzaine d'années que je travaille dans les hôpitaux. Et au fur et à mesure, on a travaillé sur avec mes collègues, beaucoup de parcours de soins et j'ai travaillé aussi avec beaucoup de professionnels. Donc, la prise en soin d'une personne porteuse de handicap, je me suis rendu compte, va vraiment au-delà des outils et des soins qui sont liés à pallier le déficit fonctionnel ou psychique. Aujourd'hui, on est en train de développer l'ouverture d'une unité d'accueil et de soins des sourds. Dans un premier temps, c'est vrai que quand on réfléchit à l'accueil et aux soins des sourds, on se dit il faut quelqu'un qui signe et qui parle la langue des signes. Et grâce notamment à l'association des sourds de Limoges, j'ai découvert que cela va vraiment au-delà de l'aspect communication, technique de communication, c'est-à-dire d'avoir vraiment une traduction littérale des explications, des explications par rapport aux soins, par rapport au diagnostic qui serait fait. On voit que dans un premier temps, ces outils de communication sont nécessaires, mais ne sont pas suffisants, car ils ont, dès le départ, ces personnes ont plus de difficultés à accéder aux soins parce que nous savons déjà que pour une personne, pour un citoyen, c'est déjà difficile, qui n'est pas porteur de handicap, c'est déjà difficile d'accéder aux soins, de prendre un rendez-vous, par exemple, de gynécologue, de comprendre comment se passe une hospitalisation pour une chirurgie, de comprendre après les soins à la sortie d'hospitalisation. Alors, pour une personne qui a effectivement un déficit auditif, c'est encore plus difficile d'accéder aux soins et souvent, ils abandonnent sur les choses qu'ils ne considèrent pas comme urgentes ou graves. De ce fait-là, la santé des personnes peuvent s'aggraver assez rapidement puisqu'ils ne prennent pas en compte, ils prennent en compte les premiers signes, mais ils n'arrivent pas à accéder aux soins. Il faut également, dans le cadre de l'unité d'accueil et de soins des sourds, avoir une personne qui comprend leur situation et est capable d'être un intermédiateur entre l'établissement de soins et la personne sourde pour que la personne sourde comprenne le monde hospitalier et que le monde hospitalier comprenne le monde de la personne sourde qu'il va soigner et prenne les choses dans leur globalité. Ça, c'était un exemple vraiment par rapport à nos patients, à nos usagers. Mon deuxième point reprendra un exemple par rapport aux agents, donc aux salariés de l'établissement. Aujourd'hui, le regard de notre société sur la performance professionnelle, ou même voir si on fait un lien aussi sur le parcours de soins, porte un regard sur le handicap un peu péjoratif, autant le dire. Et je vais prendre deux exemples, un exemple professionnel et un exemple professionnel et patient. D'abord, pour dire que dans notre établissement, nous sommes très impliqués dans l'accompagnement
des agents porteurs de handicap. Donc aujourd'hui, nous dépassons largement l'obligation des 6% d'employés porteurs de handicap. Nous accompagnons donc ces professionnels au quotidien pour les aider à avoir une ergonomie de travail qui réponde à leurs besoins. Et puis, il faut savoir que tous les ans, et là c'était la semaine dernière, nous participons au Duo Day. Alors, il faut savoir que c'est une campagne nationale où, sur une journée, un professionnel valide, sans handicap, va partager sa journée et son expérience avec une personne porteuse de handicap qui veut découvrir son métier. C'est valable sur l'ensemble des métiers, que ce soit de soignants, des métiers techniques ou des métiers administratifs. Donc aujourd'hui, alors la semaine dernière, nous avons accueilli une quinzaine de personnes qui ont passé la journée avec une personne pour découvrir son métier. À cette occasion, je souhaitais vous dire que j'ai rencontré un certain nombre de professionnels porteurs de handicap dans ma carrière, dont le handicap leur apportait par rapport à leur métier, voire leur apportait une qualité supplémentaire. Notamment, j'ai rencontré un cadre de santé qui avait une pathologie cardiaque. J'ai rencontré également un médecin d'anatomopathologie qui avait un trouble du spectre autistique. Alors, concernant ce professionnel, je peux vous dire que s'il y avait un jour une pathologie cancéreuse à diagnostiquer, surtout une pathologie rare, c'est une personne qui a des qualités bien supérieures à certains de ses collègues parce qu'il a une connaissance extraordinaire de ce métier. La cadre de santé, elle a une attention, elle vit dans sa chair le handicap, la pathologie cardiaque aussi, elle a une attention vraiment particulière par rapport aux patients pris en charge dans son service. Et je peux vous dire que le parcours de soins inclut vraiment tout ce qui est communication grâce à elle. J'ai rencontré également une responsable d'association qui est en post-traitement du cancer et qui est impliquée de manière remarquable dans son métier. Et je pourrais vous en donner beaucoup d'autres exemples, comme une greffée hépatique, une personne de petite taille ou tout simplement aussi des personnes dyslexiques dont le métier n'est absolument pas entravé par le handicap et voire même avec des capacités très importantes. Pour terminer, je souhaitais vous reparler des 20 ans de la loi sur les droits des patients, sur l'importance de l'égalité de l'accès aux soins qui est dans cette loi et qui reste quand même un enjeu majeur 20 ans après au niveau de l'établissement, et la nécessité entre soignants et soignés, entre établissements de santé, usagers et agents du service public, de mieux communiquer pour comprendre la situation de l'autre, résoudre mieux les problématiques et surtout avoir une prise en soin de qualité. Voilà, j'ai fini mon intervention. Je vous redonne la parole, Monsieur Clément. Merci beaucoup, Madame Bru. Donc, David Audier à l'écoute. Merci pour votre… tout le monde m'entend, c'est bon. Ouais. Merci pour votre exposé fort structuré et dont la dimension artistique n'aura échappé à personne. Donc, nous avons le temps pour une petite question. Donc, vous pouvez poser vos questions via le chat. Donc, c'est le petit onglet discussion juste en dessous, au bas de votre écran. Donc, discuter, discussion. Vous pouvez cliquer dessus et poser vos questions, ou alors vous pouvez ouvrir votre micro si vous en avez la volonté. Sinon, nous allons passer à la suite de cet exposé avec donc l'intervention de 4 personnes. Donc, Antoine Agras, tout d'abord, qui est maître de conférence en sciences de l'éducation au département sciences de l'éducation de l'Université de Limoges.
Et puis, nous écouterons également Madame Bénédicte Marcoux-Soulier, qui est enseignante, coordinatrice ULIS, au lycée des métiers, des arts et des techniques du lycée du Majambo à Limoges. Et nous avons la chance d'avoir avec nous deux jeunes filles, élèves de ce même lycée, Léa Lambert et Cécilia Grenier, qui nous font l'honneur d'être parmi nous pour témoigner et vous parler également de cette situation au sein de leur propre lycée. Donc, je vais céder sans plus attendre la parole à Monsieur Agraz, donc, qui, je vous le rappelle, est maître de conférence en sciences de l'éducation et donc dont les objets de recherche portent sur le handicap, l'intégration du handicap et la diversité dans un sens beaucoup plus global. Antoine, c'est à toi. Merci beaucoup, David. Donc, normalement, le diapo doit être transmis par M. Clément. Donc, je commencerai déjà par remercier les organisateurs et aussi remercier particulièrement Léa et Cécilia qui sont derrière moi tout à l'heure, qui vont prendre ma place, et également Bénédicte, Marcoux-Soulier, qui coordonne le dispositif. Et ma présentation va justement s'incarner aussi à travers ces relations qu'on construit actuellement à travers le projet Artejam dont je parlerai tout à l'heure. Alors, merci. Donc, c'est bon, je peux. Ouais, plein écran. Comme vous le voyez, donc je vais parler des questions d'accessibilité et de société inclusive. Alors, non pas de manière très théorique, mais un petit peu quand même, mais surtout pour essayer de clarifier un petit peu, de mon point de vue de chercheur en sciences de l'éducation, ce que ces questions d'accessibilité et de société inclusive peuvent impliquer dans le rapport que l'on peut avoir en tant que chercheur avec des acteurs tels que des enseignants, tels que des élèves, mais aussi des tuteurs de stage notamment. Alors, ma présentation va être présentée autour des aspects suivants. Donc, quelques apports théoriques quand même qui permettent de cadrer un peu la discussion, la réflexion sur l'accessibilité et la société inclusive. Une présentation très synthétique, mais une présentation quand même, je pense, intéressante sur la recherche que l'on mène actuellement avec d'autres collègues que je présenterai tout à l'heure. Et cette recherche, en fait, concerne justement donc, les élèves qui sont derrière moi et également l'enseignante coordonnatrice Bénédicte qui interviendra tout à l'heure. Quelques résultats liés à cette recherche et ensuite, donc, je céderai la parole donc, à Bénédicte, Léa et Cécilia. Donc, on peut passer donc, à la diapo suivante. Ici, donc, ma présentation, donc, elle s'inscrit à la fois dans ma posture d'enseignant-chercheur, mais également dans mon ancienne posture, on va dire, professionnelle, puisque j'ai été éducateur en institut médico-éducatif pendant plus de 15 ans, avec donc un accompagnement des élèves qui avaient des déficiences intellectuelles légères, parfois moyennes. Et donc, mon propos, il s'inscrit aussi autour de ces deux casquettes, je dirais. La première chose que je voudrais dire, c'est, me semble-t-il, un éducateur, qu'il soit enseignant, qu'il soit éducateur ou autre, se doit, me semble-t-il, de réfléchir à cet impératif pédagogique et éthique que je nomme la clarté de l'éducateur. On le voit sur la photo, l'image effectivement de l'eau qui coule, l'eau claire qui coule, me semble-t-il, doit nous faire nous interroger sur la manière dont on est suffisamment clair pour transmettre des messages à des personnes en situation de handicap. Et ces messages de clarté m'ont beaucoup interrogé lorsque j'étais éducateur et continuent en fait à m'interroger. Donc, au moment où je vous parle, je m'interroge aussi sur la manière dont, par exemple, Cécilia ou Léa vont pouvoir comprendre mon propos, mais aussi l'ensemble des autres personnes. Alors, je dirais que cet impératif éthique, c'est une exigence, me semble-t-il, qu'on doit avoir auprès des personnes vulnérables que l'on accompagne pour aussi essayer d'évaluer nos pratiques de la meilleure des façons possibles. Alors, je me suis appuyé dans cette réflexion, dans cette présentation, sur les travaux de Charles Gardou, dont
justement, Sophie tout à l'heure a pointé quelques dimensions intéressantes, notamment sur la dimension culturelle de ses travaux. Alors, dans son titre de l'ouvrage, déjà, on voit effectivement la société inclusive, parlons-en, il n'y a pas de vie minuscule. Déjà, voilà, on comprend qu'effectivement, il y a un message qui est transmis à travers le titre et le sous-titre, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas deux types d'humanité. Il y a bien, en fait, à essayer de comprendre comment on va pouvoir tous ensemble se rapprocher, construire quelque chose en commun, et peut-être identifier ce qui nous rassemble avant peut-être d'identifier ce qui nous différencie. Alors, que pouvons-nous construire ensemble en dépit de chacune de nos différences, puisque le fait de construire ensemble, effectivement, des projets, comme on est en train effectivement de le faire actuellement, implique aussi qu'on prenne en compte les différences. Mais peut-être aller d'abord questionner ce qui nous rassemble avant de parler des différences. Alors, Charles Gardou a des mots assez forts, me semble-t-il, l'accès au patrimoine commun, le chez-soi pour tous. Et ces termes-là, moi, font écho à la manière dont, par exemple, Léa et Cécilia, qui sont à côté de moi, finalement accèdent à la formation, puisque c'est la recherche actuelle que l'on mène, et accèdent en fait à l'insertion. Est-ce que cette insertion peut être pensée comme un chez-soi, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont suffisamment à l'aise pour effectivement accéder à des savoirs, à une insertion professionnelle qui soit bénéfique en fait dans le cadre de leur projet, et est-ce que l'accès à ce patrimoine commun, c'est-à-dire à ce qui nous appartient tous, peut faire sens pour ces élèves. Et je dirais justement, pour essayer de clarifier mon propos, je prendrai deux exemples concrets. Un exemple qui relève de mon ancien emploi d'éducateur en IME, et un exemple qui concerne la recherche actuelle que je mène avec des collègues que je présenterai tout à l'heure. Donc, l'exemple concret qui relève de l'IME, c'était un exemple en fait qui m'a beaucoup interrogé et qui concernait en fait un projet d'organisation d'un tournoi de rugby avec des élèves d'IME. On devait organiser un tournoi de rugby avec finalement différents IME qu'on invitait, et on avait comme projet finalement d'inviter des étudiants de l'université pour nous aider à réfléchir aux ateliers qu'on allait construire. Et donc ces étudiants, c'était des étudiants de la filière STAPS, sciences et physique, des activités physiques et sportives, sciences et techniques, des activités physiques et sportives. Et ces étudiants sont venus à l'IME pour construire avec nous ce projet. Et à la fin de la réunion, on a dit maintenant, la prochaine fois, il y aura le match retour, c'est-à-dire on ira à l'université et à la fac pour continuer à travailler ce projet. Et il y a un élève, je me souviens en fait, qui a été surpris par le fait que je dise ça. Et en fait, en discutant après avec lui, je me suis rendu compte qu'il ne s'autorisait pas, en fait, cet élève, d'aller à la faculté ou à l'université, parce que pour lui, il n'avait pas sa place. C'était pas en fait sa place d'aller dans finalement un lieu qu'il ne connaissait pas certainement. Et donc là, ça renvoie finalement à cet impératif éthique de l'éducateur qui n'a sûrement pas été suffisamment clair. Et donc là, en fait, c'est moi, je parle de moi, dans l'explication en fait de ce projet. C'est-à-dire finalement, cet élève ne s'autorisait pas d'aller finalement dans un endroit qu'il ne connaissait pas, mais peut-être aussi parce que l'éducateur, et là donc c'est moi-même, n'avait pas été suffisamment clair dans ce projet. Alors, deuxième exemple, là qui renvoie au projet Artejam, pour lequel aussi on est présent ici. C'est tout récent. Donc c'est une observation que j'ai faite récemment dans une entreprise. Donc, je suis allé filmer une élève dans une entreprise de bricolage. Puisque dans mes méthodologies, j'utilise de l'observation filmée. Et donc, j'ai filmé cet élève qui était en train en fait de changer des étiquettes en fait sur des produits dont les prix changeaient. Et du coup, je la voyais en fait qui était en train finalement d'être confrontée à un obstacle, c'est-à-dire elle cherchait en fait le produit qui correspondait à l'étiquette. Et au stage, suite aux observations que j'ai faites, donc je me pose avec l'élève dans le lycée dans lequel il est scolarisé, et on regarde certaines séquences en fait du stage.
et je pose des questions où je laisse l'élève finalement intervenir, interagir, hein, comme je l'ai fait avec Léa ou avec Cécilia. Et du coup, j'ai repassé cette séquence-là où justement cet élève cherchait un produit finalement qu'elle ne connaissait pas. Et au moment justement où je passe cette séquence, elle me dit attends, tu peux arrêter là? Donc j'arrête et elle me dit, cette élève, oui, là le problème, je sais ce que c'est. Je lui dis c'est quoi? Elle me dit c'est en fait, je ne connais pas le produit. Donc, comment tu veux que je mette l'étiquette alors que je ne connais pas le produit? Donc, en fait, là, il y a une dimension, je dirais, d'accessibilité à la compréhension, en fait, de son action. C'est-à-dire, on demande à une élève, finalement, de changer une étiquette d'un produit, alors même qu'elle ne connaît pas ce produit. Et donc, du coup, je dirais que le problème ici est un problème d'accessibilité à la compréhension, c'est-à-dire comment l'éducateur, au sens large, peut aussi être interpellé par cela, c'est-à-dire comment, finalement, interroger ces questions de compréhension, puisque là, pour le coup, connaissant bien l'élève, ce n'est pas un problème cognitif en fait de cet élève, mais c'est un problème en fait lié à l'environnement qui n'a pas suffisamment sans doute interrogé cette dimension d'accessibilité. Et du coup, le fait de connaître le produit peut permettre à cet élève de résoudre d'autres problèmes, c'est-à-dire de pouvoir orienter des clients dans le magasin pour effectivement les orienter vers ce produit, mais aussi pour développer des relations sociales. Alors, excusez-moi, j'ai été un peu long sur ces exemples, mais ça me paraît quand même important de donner des exemples concrets pour essayer de mieux comprendre les dimensions sur lesquelles on travaille. Alors, donc, on peut effectivement, accéder à la compréhension de son action pour aller vers de nouveaux possibles. Voilà, c'est ça, les nouveaux. Donc, au niveau donc, de l'intérêt de l'entretien d'autoconfrontation, elle m'a dit c'est bien d'avoir un esprit critique dans ce qu'on a pu faire. C'est vrai que des fois, c'est marrant de se revoir, de se dire pourquoi tu as fait ça? Clairement, c'est drôle. Il y a des fois, c'est dire aussi, parce que moi, je n'ai pas de recul sur moi-même. Des fois, je n'arrive pas à faire des choses. Et là, de me voir, je pense, là, finalement, tu te débrouilles pas si mal que ça. Oui, tu as un peu pas trop bien réussi, mais oui, en fait, on voit nos erreurs et on voit mieux ce qu'on a pu faire aussi. Et Cécilia me dit, c'est bien, il y a toujours des questions à se poser, toujours la curiosité qui sera là, de découvrir, ça dépend là où on parle. Si on parle de céramique, si on parle de modelage. Et elle me dit, en fait, je suis un peu entre les deux. Lorsqu'elle se voit, en fait, sur les films que j'ai réalisés avec elle lors du stage, je suis un peu entre les deux, entre un peu renfermée et ouverte. Et je terminerai donc juste sur les dernières diapos. Donc, effectivement, sur cette recherche Arpejam qui permet, selon moi, de travailler cette question du chez-soi pour tous. Est-ce que ces élèves scolarisés en Ulysse peuvent être justement inscrits dans cet environnement du chez-soi pour tous, dans les stages, mais aussi en dehors des stages? C'est, me semble-t-il, la préoccupation qui est la nôtre et qu'on essaie de travailler en équipe. Et donc, je finirai juste sur les quelques références qui m'ont permis de construire cette intervention. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Antoine. Donc, nous allons maintenant avoir Madame Bénédicte Marcoussoulier qui s'installe. Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Ensuite, Monsieur Clément, vous pourrez passer au diaporama quand je vous dirai sur des chiffres sur l'inclusion scolaire. Et ensuite, je vais parler du projet Arpejam, le pourquoi l'Ulysse du Majambo s'est inscrit. Il demande toujours de l'aide aux AVS, aux professeurs aussi. Il y aura toujours des moments où on aura toujours un handicap, quelque chose quelque part, même si ce n'est pas la dysphasie, c'est la dyslexie. Tous les handicaps qu'il y a en disque, il y en a tellement et chacun il n'y a pas sa conclusion à 100%. Oui, tu as tout à fait raison. Oui, si finalement on n'était pas tous un peu handicapés. Parce qu'en fait, on a tous. Pour revenir, c'est vrai qu'on aime bien réduire l'handicap à une dyslexie, à moteur, physique. Mais en fait, on a tous un peu un handicap, on a tous des difficultés dans quelque chose. Et c'est au lieu de toujours pointer l'handicap, on devrait pointer nos qualités. Et je pense que c'est important ce que dit Cécilia, c'est que finalement, on
on a tous un handicap dans quelque chose et c'est d'essayer peut-être de voir ce qui est pas fait pour nous, mais aussi de voir qu'on a des qualités et qu'on peut aussi trouver dans cet handicap finalement des choses qui va nous mettre en valeur. On peut briller dans d'autres choses. Le normal et le pathologique de Canguilhem. Il y aura toujours des choses où le monde va nous cacher, et il nous cache encore beaucoup de choses. Les êtres humains, la vie sociale, les êtres vivants, les animaux et tout, ils nous cachent toujours des choses. C'est pas tout encore qu'il y a sur la Terre, en vrai. On ne connaît pas tout, c'est vrai que tu as raison, on en est très loin. Donc j'ai un témoignage de Bernard L, qui dit « Excellent témoignage de l'environnement social ressenti par Léa et Cécilia ». Corinne nous dit « Félicitations à toutes les deux, merci pour ces témoignages ». Et Corinne est coordinatrice Ulysse 92. Donc vous voyez, la région parisienne nous écoute. Anna Chapa, bonjour et merci pour ces interventions. Je me questionne sur le principe d'inclusion scolaire, notamment vis-à-vis de ces limites que vous avez pu soulever, difficultés d'intégration, manque de personnel, etc. Quelles adaptations supplémentaires, innovations pensez-vous nécessaires à l'heure actuelle à tous les niveaux de la scolarité? Donc, je trouve qu'il n'y a pas assez d'Ulysse en tant que lycée, je trouvais. Quand j'ai vu le diaporama de Madame Marcouslier, je trouve qu'il n'y a pas assez d'Ulysse dans les lycées, je trouve. Il y en a plus dans les collèges que dans le lycée, je trouve quand même qu'il y a plus, que le lycée, c'est quand même le plus important. Bon, le collège, c'est important, mais je trouve que le lycée est quand même plus important que le collège, que c'est là où notre avenir joue un peu en jeu, je trouve. Que les deux seuls Ulysse que je connais, c'est le Majambo et le lycée du Dora, qui a une Ulysse aussi. Et je trouve que c'est les deux seuls lycées que je connais l'Ulysse, à peu près. En fait, c'est vrai que je trouve ça dommage, c'est que moi, j'avais un truc où on marquait un gros Ulysse. Et ça, pour les élèves, pour beaucoup, c'est un peu lourd de nous réduire qu'à ça. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être parler avec les autres élèves, parce que c'est vrai qu'on voit, en fait, il y a un spectre tellement en Ulysse, en fait, il y a tellement des gens différents et on catégorise beaucoup, on met beaucoup dans des boîtes et je pense qu'il faudrait casser ces boîtes, arrêter. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de souffrance liée à ça. Je pense qu'aussi, il faudrait peut-être revoir comment on choisit les élèves, des fois, pour intégrer des Ulysses. Parce que je trouve que c'est dommage, parce que moi, en fait, ce qui m'a un peu perturbée, c'est quand moi, j'ai dû passer du collège à l'Ulysse au lycée. On avait pris une élève qui était qui avait moins de difficultés que moi, et moi, on m'avait pas pris parce que j'avais plus de difficultés. Mais alors, elles sont où les priorités dans la vie? Est-ce qu'on se pose vraiment des questions pour les vraies personnes qui ont des vrais problèmes? Déjà, rien que ça, on se dit, est-ce que c'est vraiment adapté ou on essaie de faciliter les choses? C'est comme moi, on m'avait mis en IME sans vraiment voir peut-être mon parcours scolaire, parce que par facilité, encore une fois, et je trouve ça très dommage, on n'essaye pas plus d'insérer les élèves, parce qu'il y a des élèves qui ont peut-être beaucoup de difficultés dans certaines choses, mais qui peuvent s'avérer avoir briller dans autre chose. Donc, je pense qu'on devrait laisser la chance aux élèves. Et moi, j'essaie de ne pas faire trop long, mais pour un petit exemple, moi, je voulais faire la petite enfance depuis très longtemps. Et on m'a dit non, sans voir mon dossier, sans rien voir, parce qu'on a juste vu que j'avais une notification Ulysse et on m'avait dit c'est trop compliqué. C'est trop compliqué de les sciences en CAP et les maths, je ne sais plus c'était quoi. Et là, j'ai un CAP et là, je suis en bac pro, donc au-dessus du CAP, donc rien n'est impossible. Et je pense qu'il faudrait arrêter de tout de suite enfermer les élèves et leur dire il faut qu'ils aillent là, et leur faire confiance à eux. Pas tout le temps les enfermer.
Voilà. Parce que tu essayes de dire, Léa, ils ne se laissent pas donner l'avis à l'enfant handicapé. Que très clairement, que ma mère, elle a beaucoup regretté de m'avoir mis en UX, qu'elle ne voulait pas que je sois en UX, elle voulait que je sois en SECPA. Mais de toute façon, que je sois l'un ou l'autre, je me serais fait tège. Voilà, je me serais fait rejeter de toute façon. Mais il ne laisse pas le choix de la personne que très clairement, j'avais pas vraiment le choix de choisir mon lycée environ avec mes vœux, que j'ai à tout prix de l'aller je voulais l'aller à tout prix, l'aller en Majambo, je ne voulais pas l'aller au lycée du Dora, que ça ne me plaisait pas, je n'aimais pas et tout. J'ai pas vu. Coucou à toutes les personnes du Dora. Oui, Désolé. Oui, mais je veux dire, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais je veux dire. Non, mais tu l'as dit. Le fait qu'on n'a pas laissé choisir, le fait que j'ai fait 3 vœux en Majambo pour pas être au Dora, que ça m'intéressait pas du tout, et le fait que c'est pas mes parents, ou même moi-même, ou même le coach qui n'aurait pas pu m'aider à choisir, ça m'aurait mis très mal à l'aise, et je pense que ça n'aurait pas fait le métier que j'aurais aimé faire. Comparé à là maintenant, j'ai fait mon CAP, pas comme je voulais, bien sûr. J'espère que je ferai mon BMA comme je voudrais, faire les épreuves et tout, et que le Covid ne viendra pas me gêner dans mes plans. Donc, on te le souhaite, évidemment. Nous avons Mélanie Talbot qui nous dit merci de nouveau pour ces témoignages. Et elle a une question, Mélanie. Vous êtes sentie, elle vous parle à vous toutes les deux, vous êtes-vous sentie totalement inclus lors de vos stages? Et si oui, par quoi cela est-il passé selon vous? Par des gestes, du langage? Qu'est-ce qui vous a permis de vous sentir inclus toutes les deux au moment de vos stages? Ça dépend de l'entreprise, parce que les entreprises n'ont pas la même ambiance. Ça dépend de l'entreprise, parce qu'il y en a qui ne veulent pas s'adapter. Et ça, c'est encore compliqué en fait. Parce qu'il y a des entreprises, déjà, des fois, de voir qu'on est en situation de handicap, ça fait peur. Parce qu'ils n'ont pas encore la notion. Oui, c'est ça, c'est tout à fait le mot. Et en fait, des fois, ils ne peuvent pas le faire d'effort. La vérité, ils ne peuvent pas faire l'effort de nous inclure. Des fois, alors moi, je sais que j'ai beaucoup de difficultés si on dit tout en bloc. Par contre, parce que il y en a beaucoup qui ne respectent pas, c'est comme on disait pour l'exemple des étiquettes et tout. En fait, on ne nous explique pas et pour beaucoup. Et c'est comme ça. Et donc, il y a beaucoup de stages où je me suis sentie vraiment nulle, dévalorisée, parce qu'on ne comprend pas, on ne veut pas essayer. Et voilà, et il y a eu des stages où ça s'est très bien passé parce qu'on intégrait beaucoup, on comprenait beaucoup, on posait des questions, on s'intéressait aux jeunes. Donc, ça dépend de l'entreprise où on tombe. Et malheureusement, des fois, il y a des entreprises qui ne comprennent pas et qui ne veulent pas comprendre. On peut comparer aux 2 stages qu'on a eu. Je crois qu'au début, tu étais à Royal, comme moi, et je crois qu'ils ont été pour d'autres. Oui, mais. Il n'y a pas de publicité après le Dora, donc on va aussi s'excuser. Non, mais je veux dire. Demander une protection rapprochée à la sortie du CH. Stage en CAP, on a été à peu près au même endroit, mais pas à la même année. Ils ont été compréhensibles. Après, celui du PMA, c'était pareil aussi. Il y a eu beaucoup de bienveillance. En fait, moi, pour 2 exemples, il y a eu beaucoup de bienveillance dans un des stages. Et un autre, malheureusement, on ne citera pas de nom, ça a été catastrophique. Il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas de démagogie, il n'y avait pas d'écoute. Moi, on a pris ça pour de la fainéantise, alors que pas du tout. C'est juste que j'ai pas du tout. Des fois, j'ai pas osé demander parce que on m'a pas mis à l'aise et que voilà. Ça m'a beaucoup perturbée, en fait, certains stages. Mais il y avait des stages qui m'ont beaucoup mis en confiance parce que j'ai eu un très bon accompagnement. Alors, merci à toutes les deux. Une dernière question et après, il va falloir que nous avancions parce que nous avons que 15 minutes de retard. Donc, Rémi Courtois, un étudiant de 3e année de licence sciences de l'éducation à Limoges, donc qui est une excellente promotion. Donc, Rémi, il nous dit bonsoir à tous, merci pour ces témoignages pleins de sincérité. J'aimerais savoir comment ces différentes épreuves ont pu vous aider concrètement dans votre vie, en dehors du contexte scolaire et formatif. C'est-à-dire,
En quoi ces épreuves-là dont vous nous avez parlé vous ont aidé en dehors du contexte scolaire ou du contexte de formation, dans votre vie de tous les jours? C'est vrai qu'au début, il y a une amie dans le sud qui m'a demandé de prendre le train et j'avais très, très, très peur. Je n'avais jamais pris de train de ma vie. Et donc, de Limoges jusqu'à le sud, j'ai réussi à prendre le train. J'ai essayé de changer. Donc là, j'ai appris là-dessus. Et c'était pas... Et là, savoir changer de train sur la ligne POLT, c'est un exploit en soi. Hein. Ça demande des compétences assez élevées parfois, surtout vers le sud. C'était un peu compliqué, mais oui, ça, je veux bien j'ai demandé aux gens et j'ai vu au niveau des heures et ça a été facile. Donc, pardon à tous les agents de la SNCF qui pourraient nous regarder ce soir. Finalement, alors on va, si vous voulez bien, après ce témoignage plein de vie, mais qui fait du bien, moi, ça m'a fait du bien de vous écouter toutes les deux. On va écouter Danielle Dussault. Alors, Danielle Dussault, elle est en ligne, tout du moins, c'est un vœu. Donc, nous allons écouter Danielle Dussault, qui est bénévole à l'Association des paralysés de France, France Handicap, APF France Handicap, représentante des usagers du CHU de Limoges, ce qui n'est pas rien, et qui donc va prendre la parole. Merci. Danielle Dussault, je suis enseignante retraitée. Jusqu'à ma retraite, je n'ai pas ou peu eu de contact avec le monde du handicap, alors que moi-même, j'étais en situation de handicap. On m'a demandé de parler de mon vécu de personne handicapée, ce que je vais faire, et ensuite, je ferai part de ma réflexion sur la société inclusive. Je ne parlerai que du handicap moteur, pardon, car c'est le seul que je connaisse bien. Je vais distinguer deux temps, handicapé en tant que personne debout et handicapé en tant que personne en fauteuil. En effet, selon qu'on est handicapé debout ou en fauteuil, la vie et le rapport aux autres changent considérablement. J'ai été atteinte par le virus de la poliomyélite à l'âge de 3 ans, paralysée des 4 membres. Ma petite enfance s'est donc passée essentiellement en soins et rééducation. Je dois dire que mes parents ont été remarquables parce qu'ils ont tout fait pour que je puisse vivre comme tout le monde, et à commencer par me traiter exactement comme les autres membres de ma fratrie. Et nous étions 4 enfants. À cette époque, il n'y avait pas, ou alors très peu, je ne sais pas, d'institutions spécialisées. Alors, je ne pouvais pas marcher. Ma scolarité primaire a donc été faite à la maison par ma mère qui, par chance, avait un peu d'instruction. Elle était aidée en cela par l'institutrice d'une de mes sœurs qui avait peu d'écart d'âge avec moi. À 12 ans, j'avais récupéré une mobilité suffisante. Je marchais difficilement, mais avec un appareil orthopédique à une jambe. J'ai donc intégré l'école en milieu ordinaire, quelques mois avant l'examen d'entrée en 6e, car à l'époque, il fallait passer un examen. Je me trouvais alors dans la même classe que ma sœur, ce qui, sur le plan de la mobilité, m'a bien facilité les choses. Ensuite, le collège, le lycée et les études supérieures, toujours en milieu normal. Ce fut un vrai parcours de combattant, mais par chance, ma sœur et moi étions dans la même classe jusqu'au baccalauréat, et donc cela m'a bien facilité la mobilité. Naturellement, je consacrais tout mon temps libre et mes vacances à la rééducation. Durant cette période, je n'ai jamais eu à souffrir de regards désobligeants ou gênants. Et alors moi, par chance, je n'ai jamais été harcelée de la part des enseignants ou de mes camarades de classe. Au contraire, même, ils me proposaient volontiers leur aide pour m'aider à monter un escalier, par exemple, au lycée. Je me sentais tout à fait intégrée et à l'aise, malgré les efforts physiques considérables que ça me demandait, évidemment. Je vais évoquer une petite anecdote qui est peut-être pour quelque chose dans le fait que je me sentais à l'aise et que je ne faisais aucun complexe de mon handicap.
J'avais 13 ou 14 ans et j'étais suivie à Paris par un professeur de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il m'a dit ceci: ne sois jamais complexé par ton handicap. Pense toujours que le président Roosevelt a été élu à 4 reprises à la présidence des États-Unis. Or, il était en fauteuil roulant à cause d'une polio. Et je dois dire que cela m'a accompagné tout au long de ma vie et certainement a contribué à me donner de l'assurance en toutes circonstances. J'avais depuis longtemps souhaité enseigner. Après mon diplôme d'études supérieures comptables et financières, j'ai donc postulé dans l'éducation nationale. Visite médicale obligatoire et refus à cause de mon handicap. Et effectivement, Madame Bru nous l'a signalé, nous l'a dit que la fonction publique est tenue d'accepter les personnes en situation de handicap seulement depuis 1987. Or, comme je suis assez âgée, moi, j'ai postulé bien avant. Je me suis donc tournée vers l'enseignement technique, laïque, privé, car je voulais enseigner. On m'a donné ma chance et ainsi j'ai pu enseigner pendant 38 ans, malgré une claudication, hein, je boitais un peu et j'avais toujours mon appareil orthopédique à une jambe. Je me sentais à l'aise avec mon handicap, je ne cherchais pas à le masquer. À l'époque, c'était la mode des jupes et appareil ou pas, je portais des jupes. Avec mes élèves, à part quelques regards surpris le premier jour, mais c'était bien légitime, je n'ai pas constaté de regard ni gêné de leur part, ni gênant pour moi. Et pourtant, là, je vais vous citer une petite anecdote. J'étais dans une classe de BTS et je faisais une démonstration au tableau. Et là, dans le feu de l'action, je me retourne un petit peu vivement et je tombe assise par terre devant le tableau. Regard sidéré de la classe. 2 garçons se lèvent, ils m'aident à me remettre debout, je les remercie et ils regagnent leur place. Je me suis alors tournée vers la classe et je leur ai dit « tout va bien, on continue » et j'ai repris là où je m'étais arrêtée. L'attitude de la classe ce jour-là et les suivants a été exemplaire, parfaite, comme si rien ne s'était produit. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup d'admiration pour leur comportement. De la part de mes collègues, j'ai été intégrée avec beaucoup de sympathie. On me facilitait les choses, par exemple, on m'attribuait une salle sans estrade. Donc, jusqu'à ma retraite, je n'ai côtoyé que des valides, à quelques exceptions près à l'occasion de ma rééducation. Quant à ma vie de femme handicapée, elle a été la même que celle de la plupart des femmes valides, sur le plan affectif, amical, social. J'ai vécu comme tout le monde, avec plus de difficultés, bien sûr, mais enfin. S'il y a eu des regards négatifs sur ma personne du fait de mon handicap, j'avoue que ça ne m'a pas trop gênée parce que je les ignorais. Je ne dis pas pour autant que tout a été facile. Il m'a fallu une bonne dose d'optimisme, de dépassement de moi-même et d'audace aussi, en plus des efforts physiques. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai cherché un engagement bénévole, et je me suis rapprochée de APF France Handicap, qui m'a confié la mission de la représenter. Alors, je l'ai représentée à la CDAPH pendant 12 ans, c'est la Commission du droit à l'autonomie et des personnes handicapées, pendant 12 ans, à la CCI, Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, pendant 12 ans aussi, à France Asso Santé, depuis l'origine du CIS Limousin, c'est-à-dire depuis une quinzaine d'années, et puis encore actuellement, au Conseil territorial de santé jusqu'à maintenant, et enfin, en tant que représentant des usagers au CHU de Limoges depuis 2020. Dans ces différentes instances, je défends bien entendu le droit de tous les usagers, quels qu'ils soient, mais je suis particulièrement attentive à défendre ceux des personnes en situation de handicap. Et je dois dire que depuis quelques années, on est de plus en plus sensible aux problèmes des personnes handicapées et à leur expression.
Ainsi, par exemple, j'ai été invitée au CHU à participer à 2 ateliers dans le cadre de la rénovation de Dupuytren 1, un atelier sur la signalétique et l'autre sur l'ergonomie de certains espaces. Il y a des détails gênants pour une personne en fauteuil qui ne sont pas forcément perçus par une personne valide ou debout. Or, je ne marche plus. Je suis en fauteuil depuis 10 ans à cause du syndrome post-polio qui a débuté, ça fait une vingtaine d'années maintenant. Et cela m'amène à mon vécu de personne en fauteuil. Tout ce qui est relativement simple quand on est debout devient compliqué quand on est en fauteuil. Notre regard sur les autres et sur l'environnement change. Forcément, on voit tout de plus bas. Et le regard des autres sur nous change aussi, car ils nous voient de plus haut, souvent avec bienveillance, mais parfois avec condescendance. Et il faut quelquefois en faire des tonnes pour être considéré d'égal à égal en tant que personne, tout simplement. Un exemple, j'étais dans un musée avec une amie, c'est moi qui prenais les billets et qui payais. La question ne s'est adressée qu'à mon amie, qui était debout derrière moi, sans même me regarder. Comme si, en étant handicapée, je n'étais pas en mesure de comprendre. Et cette attitude-là, on la retrouve malheureusement fréquemment. Ma réflexion sur l'inclusion, d'après ma propre expérience, et puis aussi d'après mon observation des personnes handicapées depuis que je les côtoie davantage. Le regard sur la différence, les clichés qu'on s'en fait, la peur aussi, sont autant d'obstacles à l'inclusion dans la société. Pour parvenir à une inclusion, il faudrait faire changer le regard de la société sur le handicap et aussi le regard des handicapés sur la société afin de faire tomber tous les a priori. Par exemple, qu'une personne handicapée n'a pas la même intelligence ni les mêmes capacités qu'une personne valide. Tout ceci passe, eh bien, tout d'abord par l'école. Nous en avons eu un témoignage brillant tout à l'heure, avant mon intervention. Et effectivement, plus les enfants seront intégrés en milieu normal, ordinaire, et plus ça changera les esprits des futurs adultes de demain. La ministre Sophie Cluzel a dit « À vouloir trop protéger, nous avons fini par exclure ». Et en effet, quand on a vécu de l'enfance à l'âge adulte en milieu spécialisé uniquement, c'est-à-dire entre soi, c'est confortable. Mais il est difficile ensuite d'affronter le monde des valides. Et après encore, parfois, ils travaillent dans des entreprises spécialisées. Il faudrait, je pense, moins d'institutions spécialisées et beaucoup plus d'intégration, ce qui est en cours, mais ça va trop lentement. Ça passe aussi par les médias. À part les exploits des handicapés sportifs, les médias montrent peu des chefs d'entreprise, des médecins, des enseignants, des comptables handicapés. Or, il y en a. Il faut cesser de présenter l'image de pauvres handicapés vulnérables. Et là, je salue la récente campagne du gouvernement à la télévision. Je la trouve excellente. Ça passe également par l'accessibilité dans tous les domaines, les lieux publics, la culture, les soins et par la mobilité, bien sûr. Ça passe aussi par un revenu d'existence minimum qui permette de vivre dignement. En effet, ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir travailler ne peuvent pas vivre dignement avec seulement 900 € par mois. Ce n'est pas possible.
Alors toutefois, la personne handicapée ne doit pas tout attendre de la société. Elle a un rôle majeur à jouer. Vaincre sa peur du regard des autres, s'accepter telle qu'elle est et s'adapter, bien sûr, on s'adapte en permanence. Oser aller vers les autres et s'intégrer au groupe en donnant le meilleur d'elle-même afin de faire oublier son handicap. Il me semble que l'éducation thérapeutique peut aider à améliorer l'estime de soi et à vaincre la timidité. Je crois personnellement qu'une société inclusive est tout à fait possible, mais on en est loin et il y a encore beaucoup d'efforts à faire de part et d'autre. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Merci beaucoup de votre témoignage, Madame Dussault. Nous avons encore quelques minutes pour des questions, si vous voulez, à nos intervenants de ce soir. Donc, profitez du chat pour poser ces questions. Pour occuper l'espace médiatique, j'avais envie ce que je retiens de cette soirée, hein, c'est quand même des témoignages poignants, et puis la nécessité absolue comme vous l'avez dit, Madame Dussault, de promouvoir une société inclusive qui, certes, se développe de plus en plus. Je pense que tout avance. Il ne faut pas compter sur une révolution. Les révolutions sont parfois un peu violentes, mais on avance doucement. Et puis, peut-être compter également sur une éducation à la diversité dès le plus jeune âge, hein, dès l'âge de maternelle. J'ai pas mal d'exemples justement d'inclusion d'enfants à besoins particuliers dans des classes de maternelle et où tous les autres ne le voient plus avec une crainte, mais le voient tout simplement comme un de leurs camarades, l'aide, prennent l'habitude de l'aider lorsqu'il en a besoin. Et donc, ça développe la démarche empathique et puis la vision d'une diversité sans crainte. Et donc, ça, dès le plus jeune âge, ça peut être très efficace, je pense. Oui, ça, c'est certain. C'est certain. Mais moi, je suis un peu... je constate qu'on parle beaucoup de harcèlement. Oui. Et pas seulement ces deux jeunes femmes qui nous ont évoqué leurs problèmes dans ce sens, mais ailleurs, j'en entends parler aussi. Et moi, je dois dire qu'à l'époque où moi j'étais scolarisée, je n'ai jamais eu à subir de harcèlement d'aucun camarade et de personne. Et je ne sais pas, la société a changé. La société a peut-être changé, le rapport à la norme aussi, avec une forte normalisation, peut-être, une tentative de normalisation. Alors, nous avons Floriane qui, de nouveau, nous dit merci pour ce témoignage, Madame Dussault. Je pense que les institutions du médico-social ont leur place dans la société inclusive. Il ne s'agit pas de les fermer, mais de permettre un accompagnement personnalisé et ouvert. Donc, c'est Floriane qui est une éducatrice spécialisée en CESAD. Oui, tout à fait, ils ont leur place. Mais dans la mesure où l'enfant peut être intégré, et même le travailleur ensuite, parce que lorsqu'ils sont en capacité de travailler, peut être intégré dans la société normale, dans une entreprise normale, par exemple, eh bien, l'entreprise doit faire l'effort de lui donner sa chance. Parce que quelquefois, l'entreprise ne lui permet même pas de montrer de quoi il est capable. Oui, Sophie, tu veux intervenir? Madame Dussault, on avait un message de Léa et Cécilia qui disaient qu'elles avaient été très émues par votre intervention et qu'elles vous remerciaient pour votre témoignage. Concernant la définition du handicap, il y a le docteur Fiorenza Gasque qui souligne le fait que le handicap dans la loi de 2005 fait référence à 3 conditions, la déficience, l'incapacité, le désavantage social, et qu'à l'inverse, le handicap défini par l'ONU est très différent, à savoir
les personnes qui présentent des incapacités diverses, durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Et elle conclut, la France a une vision très normative. Oui, alors toutes mes excuses, Maryse, je n'avais pas vu votre réaction. Et donc, nous vous remercions, Maryse, directrice de l'ERENA Nouvelle-Aquitaine, de nous permettre à ces rencontres d'avoir lieu. Humainement, je pense qu'elles font progresser beaucoup de monde. Sébastien Clément, je ne sais pas si j'ai lu, vous avez fait, Sébastien Clément, donc, qui nous dit, vous avez fait de votre handicap une force. Excellente intervention et parcours. Félicitations, Madame Dussault. Tout est dit dans votre conclusion. Toute personne devrait pouvoir parvenir à être intégrée par la société. Oui, je crois que mon parcours n'a pas été simple, c'est vrai, mais il m'a beaucoup donné de combativité et il m'a rendue beaucoup plus forte que je ne l'aurais été probablement si je n'avais pas eu ce handicap. Alors, nous avons Marcos qui nous pose une question technique. Et donc là, mesdames et messieurs les médecins, à votre… Mais non, c'est Antoine qui nous dit que c'est possible. Donc, qui nous demande si pour le diagnostic, en France, nous utilisons le DSM-5. Non, moi, c'était pour intervenir sur une autre… Non, d'accord, Antoine, ce n'était pas là-dessus. Donc, non. Merci. Donc, c'était… est-ce qu'il y a quelqu'un… un psychiatre dans l'assistance spécialiste des DSM, et donc en particulier le dernier en date, le DSM-5, qui pourrait, via le chat, s'il veut, nous préciser si en France, c'est bien toujours ce DSM-5 qui est utilisé donc, en diagnostic. Et toi, Antoine? Donc peut-être en attendant, oui. Moi, je voulais revenir sur effectivement la question des institutions médico-sociales. Je pense qu'il faut aussi peut-être nuancer un petit peu nos propos de réflexion sur certains slogans qu'on peut voir parfois autour du 100% inclusif qui sont aussi à prendre avec prudence, me semble-t-il, puisque voilà, si je reprends ma casquette d'éducateur en IME, je pense qu'il y a un certain nombre d'élèves qui se sentent bien dans ces établissements et eh bien, voilà, c'est aussi respectable de penser que dans ces établissements, voilà, ils construisent une partie de leur vie. Et donc, on n'a pas forcément, s'ils ne le souhaitent pas, en tout cas, voilà, à les forcer, entre guillemets, à s'inclure. Mais en tout cas, on doit peut-être être là pour les accompagner, pour voir justement comment ce parcours peut évoluer. Donc voilà, c'était juste une petite nuance, parce que c'est vrai que parfois, en tout cas, moi, personnellement, ces slogans du 100% inclusif sont un petit peu… Avec une idée parfois un petit peu économique, quand même, oui, derrière la tête. Mais je pense que pour avoir écouté avec attention Léla et Cécilia, le 100% inclusif, pas totalement, mais bien veiller à garder l'avis de l'intéressé et du sujet en premier. Alors, nous avons Élodie qui répond à l'histoire du DSM et qui nous dit oui, le DSM-5 est bien utilisé par les professionnels de santé. Les psychiatres et psychologues l'utilisent lors des évaluations des bilans cognitifs. Corinne nous dit tout mon respect pour votre partage. Bien, écoutez, quelques secondes encore pour lire vos messages ou pour répondre à des questions. Sinon, nous allons nous quitter, mettre fin à cette réunion de ce soir, à cette rencontre Hippocrate, et en remerciant donc tous ceux qui se sont exprimés, remerciant toute l'assistance, les moyens techniques et le CHU pour l'organisation. Voilà, donc là maintenant, nous avons dans le chat des merci qui arrivent. Et bien, nous allons pouvoir couper l'image. Et vous souhaitez une bonne soirée. Et vous souhaitez une bonne soirée.